qui était... Je ne vois pas. Voilà. Ça y est, il est en partage. Merci. Je vais vous présenter un peu le contexte de l'agglomération Seine-Nord, qui est un petit peu particulier, que je n'ai plus à l'écran. Qui est un petit peu particulier puisque sur l'agglomération Seine-Nord, nous avons plusieurs communes qui font partie de la politique de la ville. Donc, on a 3 communes. Est-ce que vous pouvez passer à la slide d'après? Voilà. Donc, la particularité de l'agglomération Seine-Nord, c'est qu'il y a 3 communes qui sont intégrées dans la politique de la ville. La commune de Val-de-Reuil, qui est représentée par un quartier centre-ville en QPV. La commune de Louviers, qui a plusieurs quartiers, donc 2 quartiers, 3 sous-quartiers en fait en politique de la ville. Et la commune de Gaillon, qui a pareil 3 quartiers identifiés en politique de la ville. C'est une particularité, une spécificité importante puisque ça nous amène quand même à devoir combiner avec des spécificités par quartier, et c'est tout l'enjeu de cette présentation aujourd'hui. Avant de vous exposer comment on en est amené à travailler sur les spécificités par quartier, je vais un petit peu vous faire le déroulement de la méthode utilisée. On a identifié en instance politique avec les élus et le sous-préfet les enjeux prioritaires à mener sur ce nouveau contrat de ville. Donc, il y avait un premier enjeu stratégique pour guider le futur contrat de ville qui était d'avoir une réflexion sur comment on anime cette nouvelle gouvernance, la repenser pour affirmer effectivement un caractère stratégique et transversal, néanmoins en impliquant davantage les signataires du contrat de ville, pour que ce ne soit pas juste effectivement un document signé, mais bien entendu de les faire participer à l'animation de ce contrat de ville. Ensuite, il y avait un volet très important sur la mobilisation des citoyens. Et donc, on a fait un gros travail avec les communes et les structures d'animation de la vie sociale sur la concertation citoyenne et avoir une réflexion un peu plus transversale pour savoir comment on va impliquer davantage les citoyens dans l'élaboration du contrat de ville, mais pas uniquement dans l'élaboration du contrat de ville, également aussi dans tout ce qui est évaluation et bilan, et avoir aussi une réflexion sur comment on amène une restitution aux citoyens. Donc, on pourra en échanger après. Et un troisième enjeu stratégique sur la mobilisation du droit commun pour que ça fasse effet levier au financement de la politique de la ville. Et ça permet de renforcer la capacité d'action. Et c'est aussi l'enjeu de l'implication des signataires du contrat de ville. Voilà, on vous laisse... Donc ensuite, on a identifié des thématiques qui ont été priorisées. Donc nous, on a travaillé à partir de 4 thématiques priorisées. Et ça s'est fait en lien avec effectivement ce qui était ressorti des diagnostics et des concertations avec les habitants. Donc on a une thématique qui était cadre de vie, sur le cadre de vie, une thématique sur la qualité de vie, une thématique insertion et une thématique pouvoir d'agir. Dans ces thématiques-là, on traite différents sujets. C'est pas uniquement voilà, à l'intérieur de qualité de vie, on a tout ce qui est accès aux soins santé, alimentation, mais on a aussi intégré le sport et la culture. Dans le volet insertion, on a aussi le volet éducation qui n'apparaît pas comme tel, mais qui est intégré dans le volet insertion, orientation, éducation. Donc voilà, c'est vraiment pour avoir une vision plus large, plus transversale et permettre à l'ensemble des acteurs aussi de se rencontrer quand on travaille par thématique et de faire réseau dans une perspective de continuité de parcours lorsqu'on accompagne les habitants sur certaines actions et dans les projets qui sont menés dans le cadre de la politique de la ville. Je vous laisse avancer. Ouais. On a travaillé avec le cabinet, on a
travaillé avec le cabinet sur différentes étapes. Donc, nous, on avait déjà mené un premier travail avec Sylvain Villa, le délégué du préfet, pour mobiliser les communes en juin et les structures d'animation de la vie sociale. Donc, j'entends les centres sociaux et les espaces de vie sociaux sur les 3 communes pour aller à la rencontre des habitants et recueillir leurs paroles dans le cadre de l'élaboration du diagnostic. Ça a été un vrai travail de coopération avec ces structures-là et les communes. Donc ensuite, il y a eu sur la partie diagnostic différents entretiens collectifs avec l'ensemble des acteurs de terrain. Il y a eu tout un travail mené par le cabinet pour recenser les dispositifs existants sur le territoire. Et ensuite, on a finalisé ce diagnostic et vous aurez les éléments de présentation sur la méthode après par des ateliers collectifs pour compléter le diagnostic final. La deuxième étape, après l'étape du diagnostic, on a travaillé sur les orientations stratégiques pour construire le plan d'action et définir ensemble des défis qui ont été priorisés à l'intérieur des thématiques. Donc, vous aurez aussi une illustration sur la méthode utilisée avec le cabinet. Et il y a eu la troisième étape qui a été la rédaction du contrat de ville. Et on a quand même une quatrième étape qui n'apparaît pas là, qui est quand même autour de la question évaluative qu'on est en train de mener. On a travaillé déjà avec le cabinet sur les indicateurs d'évaluation et on va proposer un temps de formation-action en septembre à l'ensemble des acteurs pour travailler sur la question évaluative. Je reviens sur la concertation citoyenne. On trouvait ça intéressant de pouvoir vous partager comment on a construit cette concertation avec l'ensemble des acteurs qui œuvrent sur le pouvoir d'agir des habitants. Donc, on a travaillé sur différents questionnaires, différentes propositions. On ne voulait pas que ce soit uniquement des questionnaires type qui sont un petit peu on va dire, administratif. Donc, il y a eu des propositions des structures d'animation de la vie sociale de mettre, que ce soit un peu plus ludique par le biais de jeux, de quiz, avec une question principale et autour de cette question, comment on arrive à animer un temps de concertation avec les habitants un peu plus ludique pour leur donner envie de participer et de rester à hauteur d'homme, j'ai envie de dire, sur l'accessibilité et la facilitation dans les échanges avec le langage qu'on peut avoir qui est un petit peu techno, un petit peu trop techno parfois pour les habitants et de faciliter les échanges avec les habitants. On est aussi allé à la rencontre pardon, des habitants sur des événements d'animation de la vie sociale qu'on a identifiés sur ce qui pouvait se passer sur l'été, toute la période estivale, avec des actions qui sont financées dans le cadre de la politique de ville, mais pas uniquement, pour justement aller à la rencontre des habitants et être dans l'échange participatif et non pas uniquement dans, voilà, on vous donne un questionnaire et puis vous remplissez le questionnaire. Et donc, c'était plutôt intéressant. Il y a une commune quand même qui a utilisé un outil numérique puisqu'ils ont une plateforme qui s'appelle J'aime Louviers, donc c'est la commune de Louviers, où ils ont la possibilité de permettre aux habitants de pouvoir faire voilà, des demandes, des sollicitations autour de certains sujets. Et ils ont utilisé cette plateforme par le biais d'un questionnaire. La commune de Gaillon a fait du porte-à-porte. Donc là, c'était puisque eux ont intégré la politique de la ville un petit peu plus tard dans l'élaboration du contrat de ville. Et donc, ils ont mené vraiment toute une concertation. Ils ont fait du porte-à-porte. Et la commune de Val-de-Reuil a utilisé un format plus numérique avec une tablette où les habitants ont pu voilà, répondre à différentes questions par rapport à ce qu'on avait ciblé comme thématiques aussi sur lesquelles il y avait des enjeux, parce qu'on s'est aussi appuyé, parce que dans le cadre de la TFPB qui
parle à tout le monde, j'imagine. Il y a effectivement les diagnostics en marchant et je pense que c'était important aussi de s'appuyer sur tous les éléments de diagnostic, des diagnostics en marchant qu'on avait pu recueillir aussi pour que ce soit complémentaire à l'ensemble du diagnostic et sur les thématiques ciblées. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Donc, dans la méthode, avec le cabinet, le cabinet nous a proposé différentes méthodes. On a co-construit avec eux cette méthode. Ils ont proposé de compléter le diagnostic de territoire à partir de livrets individuels. Donc, on a, nous, mobilisé les acteurs du territoire. On a eu quand même 70 partenaires présents ce jour-là. On était plutôt contents sur cette mobilisation pour pouvoir venir compléter le diagnostic à partir de certaines questions sous format livret individuel qui nous a permis ensuite, à partir des éléments de réponse, le cabinet a travaillé sur le recensement des éléments de diagnostic ressortis à partir par exemple, on a un exemple concret sur le cadre de vie, mais il y avait tout ce qui était habitat, tranquillité publique et sécurité, transition écologique et énergétique, quartier inclusif et vieillissement, urbanisme favorable à la santé. Ça, c'est des thématiques qui ressortaient en fait le plus dans les éléments de diagnostic qui apparaissaient dans les livrets individuels recueillis. Donc, en fait, on a traité ces questions-là par thématique à chaque fois, les 4 thématiques en fait. Et c'est vrai qu'on a orienté les acteurs en fonction de la thématique qui leur correspondait plus. Un exemple concret, on avait les bailleurs autour de la table, les bailleurs sociaux, qu'on a orientés vers cadre de vie. Néanmoins, on ne peut pas les cloisonner dans une seule thématique parce qu'on sait bien qu'ils vont aussi influer sur la qualité de vie, l'insertion, avec les chantiers d'insertion et d'autres thématiques. Mais on a essayé quand même de répartir les acteurs par thématique pour pouvoir être le plus efficace possible sur le temps qui nous était imparti. Ensuite, on a eu une deuxième série d'ateliers avec le cabinet aussi qui a fait une proposition assez intéressante sur la méthode. Vous voyez, c'est imagé avec un bateau. Donc, comment on embarque dans ce bateau. Et à l'intérieur de ce bateau, il y a un pilote, mais il n'y a pas qu'un pilote. Il y a bien évidemment tous les éléments qui font avancer le bateau. Et donc, c'est pouvoir d'emmener les partenaires à se dire où est-ce que je me situe dans ce bateau pour pouvoir identifier comment je fais avancer le bateau et à partir de où est-ce que je me situe dans ce bateau, comment j'identifie ce qui pourrait m'amener à faire avancer le bateau pour répondre aux enjeux du diagnostic et mieux accompagner les habitants. On l'a fait aussi à partir des thématiques et c'est ce qui nous a permis d'identifier les priorités qu'on s'est fixées à l'intérieur de chaque thématique. On a identifié des thématiques avec des défis à relever par thématique. Et à l'intérieur de ces défis à relever, on a priorisé ce qui semblait le plus important sur la période du nouveau contrat de ville entre 2025 et 2030, avec un point d'étape en 2027. Mais voilà, c'était assez intéressant de travailler sous ce format-là. C'est plutôt ludique et on a eu des retours assez positifs. Donc voilà, je ne sais pas si il y a des questions sur la méthode, mais en tout cas, n'hésitez pas. A priori, pas de questions pour l'instant. Mais n'hésitez pas aussi à mettre dans le chat si vous n'avez pas de micro, on les prendra au fur et à mesure. Une fois qu'on avait recueilli l'ensemble des éléments, on a eu à chaque fois des points d'étape quand même avec les élus pour à chaque fois faire valider tous ces enjeux.
faire valider les défis, faire valider le nouveau schéma de gouvernance. Voilà, à chaque fois, on a eu des validations politiques qui sont essentielles pour continuer à avancer. Et on est reparti à chaque fois des 3 enjeux stratégiques qui étaient repenser la gouvernance, mobiliser les citoyens et renforcer leur pouvoir d'agir, et mobiliser le droit commun. À partir de questions qu'on a identifiées sur les défis à relever par les acteurs, pour aussi permettre aux élus de pouvoir compléter s'ils estimaient qu'il y avait des manques, ou simplement d'apporter une réflexion un peu plus stratégique autour de ces enjeux prioritaires et priorisés par l'ensemble des acteurs du territoire. Alors, on en vient aux fiches quartier, la déclinaison par quartier. Dans la configuration de l'agglomération Sénart, on a 3 communes. Bien évidemment, ces 3 communes n'ont pas les mêmes enjeux et ils ont des spécificités par commune. Donc, avec le cabinet, on avait bien évidemment identifié de mettre en avant chaque spécificité qui appartenait à chaque commune. Et les communes ont souhaité pouvoir identifier des défis à prioriser avec les élus sur leur commune. Donc, les communes ont travaillé avec les techniciens de chaque commune et les élus pour identifier leurs priorités dans ce contrat de ville et on les a nommés les spécificités par quartier à l'intérieur de chaque thématique. À partir de chaque thématique, ils ont pu, eux, définir comment ils allaient animer à partir de leur commune le contrat de ville au regard effectivement du diagnostic le diagnostic, même si on est sur un diagnostic général, il y a quand même des spécificités par commune, puisque il y a 3 communes qui sont dans la politique de la ville sur l'agglomération Sénart. Donc, c'était quand même important que les communes puissent avoir cette possibilité quand même de pouvoir dire, nous, sur notre commune, voilà, sur cadre de vie, ce qui est le plus important, ça va être la gestion des encombrants dans un premier temps, au regard des sollicitations des habitants. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, ça va être l'accès aux soins dans un premier temps sur la qualité de vie, plus qu'un autre défi. Donc ça a été un travail vraiment mené par chaque commune avec une restitution qu'on a intégrée, qu'on a fait valider en instance politique et qu'on a intégrée dans le contrat de ville. Donc là, en fait, c'est une illustration des priorités de chaque commune qui est présentée dans le support. Alors, pour réussir à animer ce nouveau contrat de ville, on a travaillé, nous, en 2024, sur une phase de transition. On avait déjà commencé avec Sylvain Villa à mettre en place une équipe. Ah, j'ai pensé. Non, ce n'était pas une question. À mettre en place une équipe projet politique de la ville au vu de la spécificité d'avoir plusieurs communes. Et donc là, c'était important de pouvoir animer et mettre en place cette équipe projet politique de la ville avec toutes les nouvelles formes de comitologie qu'on propose et qu'on met en œuvre aujourd'hui. La nouvelle forme de la comitologie, c'est vraiment d'avoir une vision beaucoup plus transversale en associant autour de la table l'ensemble des dispositifs qui peuvent contribuer à la politique de la ville et les signataires avec une implication beaucoup plus concrète sur la gouvernance renouvelée. Donc là, justement, on teste cette gouvernance renouvelée. On commence à travailler autrement. C'est pas quelque chose qu'on maîtrise aujourd'hui. C'est vraiment de l'expérimentation
sur un nouveau cadre et avec une concertation quand même un peu plus large, en impliquant davantage les acteurs qui contribuent à la politique de la ville, pour avoir une vision transversale de l'ensemble des projets qui sont mis au service des habitants dans le cadre des financements de la politique de la ville. Ce qu'on ne souhaite pas, c'est d'enfermer le contrat de ville dans un appel à projet contrat de ville, uniquement appel à projet contrat de ville, mais vraiment avoir une vision transversale en intégrant les dispositifs TFPB, en intégrant, en ayant une vision sur la cité éducative, la cité de l'emploi et le PRE, enfin voilà, tous les dispositifs en fait qui tournent autour de la politique de la ville. Pour pouvoir avoir une vision plus globale avec l'équipe projet, on a mis en place avec le cabinet un outil qui nous permet, un peu une feuille de route, qui nous permet d'avoir une vision plus stratégique sur les étapes, en fait, comment on avance et les étapes, où on en est dans les étapes à mener pour pouvoir animer ce contrat de ville, parce qu'une fois qu'on l'a écrit, c'est pas juste un document qu'on met de côté, c'est comment on le fait vivre, ce document-là. Donc, on a toute une réflexion autour de l'appel à projet, sur la nouvelle programmation, une réflexion autour de comment on accompagne les porteurs de projets et les acteurs de territoire dans cette démarche de venir répondre à un appel à projet. C'est pas juste je viens répondre à un appel à projet pour solliciter un financement politique de la ville, mais c'est bien comment je travaille avec l'ensemble des acteurs de chaque commune, comment il y a une concertation collective et comment on associe, on mutualise les différents projets au service de l'enjeu identifié sur ce projet-là. Donc nous, on favorise beaucoup le partenariat. On met en place, nous, des cellules opérationnelles où les 3 communes sont autour de la table et on échange avec les porteurs de projets qui viennent présenter leurs projets aux 3 communes. Et autant que faire se peut, on tente d'identifier les acteurs du territoire qui peuvent contribuer à la réussite du projet pour qu'on soit vraiment dans une transversalité et une mutualisation de moyens et non pas juste un acteur qui va travailler en silo. Donc voilà, on a fait tout un travail aussi avec la DDTM, la préfecture, les communes au sujet d'intégrer la TFPB au contrat de ville pour que la TFPB devienne un vrai levier du contrat de ville, en les raccrochant aux axes qu'on a identifiés sur le contrat de ville, en partant du cadre de la DDTM pour les raccrocher aux axes. Donc ça, c'est tout un travail qui est en cours d'élaboration. On a changé l'appellation d'un COPIL, où c'est plus un COPIL, mais un comité de suivi d'orientation, un comité d'orientation, de suivi et d'évaluation, avec la possibilité de pouvoir réunir sur une journée les acteurs de la politique de la ville pour favoriser le réseau autour de la politique de la ville, avoir une vision plus transversale et travailler sur une thématique priorisée avec les élus en amont de cette journée. Donc voilà, dans ce document, en fait, c'est vraiment une feuille de route qui nous permet de ne pas oublier aussi notre trajectoire et de pouvoir continuer à avancer dans une réflexion transversale et plus globale, en fait. Donc voilà. Merci beaucoup, Corinne, pour cette présentation très complète. C'est vrai, quand on a préparé ce temps, on a essayé aussi d'intégrer cette réflexion projet de quartier dans le schéma de travail global du contrat de ville. Donc, c'était important pour nous de remonter jusqu'à entre guillemets, à la genèse de tout ça. Je ne sais pas si, Sylvain, tu souhaites ajouter quelque chose, puisque tu es également une cheville ouvrière de tout ça. Alors après oui, on peut ajouter, c'est qu'il y a d'autres dispositifs. Il faut savoir qu'on a un NPRU sur la ville de Val-de-Reuil
et on a un programme régional de renouvellement urbain sur Louviers. Alors, la difficulté un petit peu de tout ça aussi, c'est que c'est comment on travaille sur ces deux instances. Une qui est pilotée par l'AGLO, qui est on va dire, qui est le programme régional sur Louviers, et une qui est pilotée par la ville en direct, qui est à Val-de-Reuil, le programme national de renouvellement urbain. Donc, il y a en fait, tous les dispositifs qu'il faut croiser et les acteurs à mettre en commun. C'est le travail qu'on a commencé à faire. Et je pense que le travail en réseau est super important dans ce dispositif pour qu'on travaille tous dans le même sens et pour une seule mission, c'est les habitants des QPV, leur améliorer leur quotidien, la vie, leur faciliter aussi pas mal de choses. Et la deuxième chose qui préoccupe, c'est l'investissement des partenaires qui financent le droit commun. C'est une grosse difficulté, mais pas que sur notre territoire, mais quand on parle de région, département, la CAF, l'ARS, on a du mal à mobiliser ces partenaires qui sont là, qui sont représentés en fait par des techniciens, mais par rapport à on va dire leurs objectifs politiques et le financement du droit commun dans la politique de la ville et dans les QPV, on n'a pas du tout de travail qui nous permet de dire, quand on fait un appel à projet, par exemple l'appel à projet contrat de ville, si les porteurs nous disent on a un projet, est-ce que ça peut être du département, en cofinancement département, région, ARS? Et ça, c'est compliqué. Et c'est la mission qu'on développe aussi dans le cadre d'une expérimentation avec Normandie et Pascal, sur comment vraiment inclure nos partenaires de droit commun dans le dispositif politique de la ville et dans le financement du droit commun pour que, effectivement, cette particularité de la politique de la ville vienne en complément du droit commun. Et c'est vrai que ça, c'est un travail de tous les jours parce qu'on n'a pas énormément d'interlocuteurs et une vraie vision de la politique des instances partenaires sur le droit commun dans les QPV. Merci Sylvain. Alors, ce qui est vrai que ce qui est intéressant aussi dans la démarche entreprise par cette intercommunalité, c'est que d'abord, il y a 3 communes, plusieurs quartiers sur certaines communes, un seul quartier sur l'une. Une commune qui est nouvelle dans le paysage puisqu'elle n'était pas en politique de la ville jusqu'ici, c'est la commune de Gaillon et je ne sais pas si vous avez bien noté que le degré de finesse peut-être, finesse, ou en tout cas l'antériorité sur la politique de la ville a pu quand même jouer par rapport à ces projets de quartier. Forcément, les communes qui étaient déjà en politique de la ville avant et qui avaient déjà l'antériorité de ce travail, de la philosophie de la politique de la ville, si je puis dire, sont allées sans doute plus loin et plus vite sur ce travail de projet de quartier. Pour Gaillon, qui entre en politique de la ville, c'est un travail qui va se poursuivre finalement avec la mise en œuvre du contrat pour s'affiner progressivement avec la mise en œuvre du contrat. Et ce qui est aussi intéressant, c'est, je trouve, dans le cheminement, c'est aussi pour ça qu'on a souhaité que cette expérimentation vous soit, cette démarche vous soit présentée, c'est effectivement comment on descend vers un niveau assez fin de défis par commune, puis de priorités par quartier pour être sur des projets de quartier, et comment ensuite on remonte pour être sur un schéma d'intégration des dispositifs et de l'animation du contrat de ville qui relie les communes avec l'intercommunalité et les partenaires du contrat de ville au général. Et c'est cet équilibre qui est pas évident à trouver dans la construction où on va de plus en plus fin, puis après il faut remonter un peu en généralité et reconstruire une dynamique de travail intercommunal sur un certain nombre de défis. Il y a besoin de remonter plus haut que la commune pour travailler les défis et les enjeux qui sont priorisés à l'échelle d'un quartier. Donc on est un peu, j'allais dire, au milieu du gué. Le cadre de travail est posé, on va dire. Mais comme dit Corinne, il reste beaucoup de choses à expérimenter et à éprouver, notamment dans cette articulation du travail communal, intercommunal et la mobilisation connexe des élus. J'espère être claire dans mon propos et ne pas vous mélanger, mais voilà, c'est aussi pour ça qu'on a
Alors, il n'y a pas vraiment de questions dans le chat, mais peut-être insister quand même sur ce que Corinne évoquait en dernier, c'est-à-dire l'intégration des dispositifs qui gravitent autour de la politique de la ville ou qui sont dans la politique de la ville, en tout cas sur le papier, comme la TFPB, les cités éducatives, les programmes de réussite éducative. On a parfois, enfin, l'objectif des futurs contrats, c'est d'avoir une approche plus intégrée des financements de la politique de la ville et des dispositifs de la politique de la ville dans la mise en œuvre de ce contrat, avec l'idée que en se rapprochant et en ayant ces logiques de projet de territoire, de projet de quartier, il va falloir aller chercher tous les dispositifs qui servent les enjeux identifiés, à la fois sur l'appel à projet, contrat de ville, à la fois sur les CPO qui pourraient être mis en œuvre directement en direction de certains opérateurs, mais aussi avec les autres leviers de la politique de la ville, que sont la TFPB, les programmes de réussite éducative, les cités de l'emploi, les cités éducatives, la rénovation urbaine via le NPNRU quand il y a des projets qui sont financés dans ce cadre. Et puis après, il y a les autres acteurs effectivement qui interviennent et qui gravitent dans le portage des politiques de droit commun des collectivités elles-mêmes, hein, pour commencer sur le local, mais aussi de ces grands acteurs régionaux ou départementaux pour lesquels finalement l'échelle communale ou intercommunale n'est pas toujours une échelle de travail ou de réflexion sur la priorisation, en tout cas excusez-moi, leur système de priorité dans les politiques publiques qu'ils portent, hein. Je pense notamment aux agences régionales de santé. Elles ont, dans leurs approches territoriales, quand elles cherchent à identifier des territoires prioritaires, elles ont des échelles de travail qui sont souvent un petit peu plus grandes. Donc, il y a un travail à mener aussi avec ces acteurs-là pour, je dirais, leur permettre de plus facilement intégrer les enjeux à cette échelle-là de réflexion qui n'est pas nécessairement leur échelle naturelle de réflexion. Voilà, y compris pour les départements qui raisonnent parfois sur leur propre découpage ou zone prioritaire d'intervention. Donc, on voit bien je dirais, cette j'allais dire révolution ou cette évolution vers laquelle on doit aller, et je trouve que vous avez déjà sur ce territoire-là commencé à amorcer les choses, mais les défis restent nombreux pour animer cette politique locale à l'échelle des communes, à l'échelle de l'intercommunalité, et en embarquant effectivement des opérateurs pour lesquels l'échelle de travail est plus macro encore. Donc ça, c'est pour ma réaction personnelle, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Est-ce que d'autres personnes que moi ont envie de réagir aux éléments qui vous ont été présentés? Est-ce que vous avez des interrogations sur la méthode, sur les outils qui ont été employés pour travailler, sur la manière dont vous avez mobilisé, par exemple, la question des élus? Enfin, c'est peut-être une question que j'ai moi encore, mais j'aimerais bien que, voilà, ne pas être la seule à poser des questions. Non? Pas de questions? Bon, alors moi, sur cette question de la mobilisation... Ah, pardon, Mustapha. Excuse-moi. Si, moi, en fait, il y a des choses qui étaient vraiment intéressantes aussi à noter, il me semble. C'est d'abord, il me semble que vous avez été accompagné. Donc, ce n'est pas négligeable. Vous avez fait l'objet d'un accompagnement pour la mise en place de ces projets de quartier. Moi, j'ai vu un noyau dur quand même, avec Corinne, le délégué du préfet, une élue. Il y a quand même ce noyau dur qui a porté la démarche. J'ai le sentiment, en tout cas tel que ça a été énoncé, puis une équipe qui s'est constituée. Et j'ai trouvé aussi intéressant les outils d'animation, parce que ça contribue aussi à rendre lisible un ensemble d'acteurs. Donc, c'est des choses que nous aussi on pratique parce qu'on s'aperçoit que c'est des outils qui sont utiles. Et j'imagine que vous travaillez aussi à partager ces outils parce qu'on s'est aperçu, nous, que nos professionnels, alors je ne généralise pas, hein, parfois sont plus dans la gestion que dans l'animation territoriale et la conception de projets. Donc, une grande partie de leur temps
ils sont sur de la gestion soit financière, soit relationnelle avec d'autres institutions, et ça représente entre 50 et 70% de leur temps. Et donc, du coup, tout ce qui est animation repose parfois ou n'est pas considéré comme du travail, ou c'est très difficile à mettre en œuvre. Mais encore faut-il, même si on souhaite animer, avoir les outils et pouvoir se les approprier. Donc, j'imagine que ça fait partie aussi de votre stratégie, en travaillant avec ces outils, qu'ils puissent se les approprier plus tard dans le cadre des projets de quartier. En tout cas, c'est une dynamique qu'on essaye de mettre en place, qui nous semble vraiment importante, parce que qu'on soit délégué du préfet, chef de projet, chargé de mission, on voit qu'aujourd'hui, animer une réunion, c'est pas juste rester dans la réunion, faire du présentiel, c'est qu'est-ce qu'on souhaite à l'issue de cette réunion, sortir avec quoi, qu'est-ce qu'on produit et comment on avance ensemble. Donc, je trouve que la question des outils que vous abordez est vraiment importante. Je vais rebondir sur ce que vous dites. Nous, dans la méthode d'animation, on met en place des temps de préparation de tous ces temps d'animation avec les acteurs identifiés dans l'équipe projet, mais pas que. On a aussi notre directrice des cohésions qui porte aussi beaucoup la politique de la ville. Donc, il y a toute une réflexion sur comment on va animer ces temps, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de ce temps d'animation, à partir de l'enjeu politique attendu. On part toujours de notre commande politique sur une réflexion plus stratégique qui est attendue sur la question des élus, et après une réflexion plus technique qui est attendue avec l'ensemble des techniciens qu'on mobilise, mais on a vraiment des temps de préparation pour animer ces réunions-là. Et je partage ce que vous dites sur l'importance de l'animation, et notamment de l'animation des réseaux. Nous, quand on a fait le premier atelier interacteur où on avait 70 acteurs du territoire, la sollicitation première qui a été faite, c'était de nous dire: ces temps-là sont précieux pour nous, on ne se connaît pas suffisamment sur le territoire, c'est des temps où on peut se rencontrer, où on a une méconnaissance de ce qui existe, et à partir de ces temps de réseau, on va avoir une meilleure lisibilité de l'ensemble des dispositifs existants sur le territoire. On parle toujours d'un millefeuille avec tout un tas de dispositifs superposés. Pour avoir une meilleure lisibilité, il faut réussir à étaler ce millefeuille et se dire comment on fait en sorte qu'il soit visible à l'échelle de tous, en fait. Donc ça, c'est un fort enjeu aussi dans l'animation de ce contrat de ville. Je ne sais pas, Sylvain, si tu veux rebondir. Oui, alors effectivement, on a pris énormément de temps de préparation. C'est pour ça qu'on a créé un groupe aussi projet politique de la ville avec, on va dire, les chargés de projet de chaque commune sur la mission politique de la ville, et avec le cabinet qui nous a accompagnés. Mais effectivement, il fallait dans le temps d'animation être assez, comment on va dire, il fallait assez être précis, dans le sens que les temps d'animation, quand on réunit, comme le disait Corinne, 70 personnes, il faut que ça soit organisé, animé, et qu'il y ait des temps de restitution et tout ça. Donc, on ne peut pas passer on ne peut pas l'oublier, ce temps de préparation. Effectivement, je suis d'accord que souvent sur les collectivités, c'est du temps qui a l'impression qu'il pourrait être perdu. Mais là, on a l'avantage d'être sur une agglo qui a compris que pour réussir un projet comme Quartier 2030, il fallait se donner du temps. Et effectivement, du temps, c'est de l'argent, mais aussi c'est un investissement pour après, pour être plus efficace. Et on le voit sur, par exemple, comité technique, comité de pilotage, comité technique. Les élus, maintenant, ils ont décidé de ne plus avoir un vrai comité de pilotage, mais un comité stratégique où on va définir les stratégies en fonction des résultats qu'il y aurait eu sur l'année N-1 et sur les défis qui n'ont pas été remplis, et font entièrement confiance au groupe projet qui est un peu la cellule opérationnelle de la gestion du contrat de ville avec l'ensemble des communes, ce qui nous permet aussi après de gagner du temps et de se dire qu'on est que sur de la on est aussi de la stratégie, parce que moi, quand un sous-préfet, mon sous-préfet vient au comité de pilotage contrat de ville et qui me dit
faire ligne par ligne, que ce soit pour la TFPB, mais aussi par le contrat de ville pour valider 2 000 € sur une somme, machin, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir une stratégie qui est, en fin de compte, pour améliorer, on va dire, la politique de la ville sur les QPV. Et c'est ça qui est intéressant, c'est les élus souhaitent mettre une stratégie en place. Et la stratégie, elle peut être mise en place si en amont, tout est préparé avec les partenaires et que cette animation, elle est faite aussi le jour J, parce que les élus, c'est ce qu'ils attendent. C'est qu'on a des élus qui sont de plus en plus pris en temps, en mission ou en mandat. Donc, ce qu'ils veulent, c'est quelque chose qui soit bien préparé, qui soit bien animé, qui soit très organisé pour perdre le moins de temps possible et d'avoir quelque chose, une action efficace sur le terrain. Et c'est ça le réseau qui est important. J'imagine, Corinne, que c'est pour réagir à ce que dit, tu m'en veux pas, Antoine, si je passe d'abord la parole à Corinne. Oui, alors rapidement, pour illustrer de manière assez concrète, on peut prendre l'exemple de la TFPB où c'était une chambre d'enregistrement et c'est vrai que les élus s'y retrouvaient pas. Donc, on a travaillé sur, on repart des éléments de diagnostic sur les diagnostics en marchant. À partir de ces éléments-là, quel est le poids financier des actions qui répondent aux éléments de diagnostic? Et donc, on a illustré ça par des camemberts qui illustrent vraiment en quoi la TFPB vient répondre au diagnostic qui a été mené sur les quartiers. Et à partir de ça, les communes travaillent avec les bailleurs sur justement la réorientation des actions en lien avec le diagnostic. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais l'exemple là, c'est que nous, on a un COS, donc un comité d'orientation, de suivi d'évaluation, vendredi après-midi, en lien avec le contrat de vie de la TFPB, puisque aujourd'hui c'est complètement intégré, l'un ne va pas sans l'autre. On a décidé de travailler sur, au regard des défis qui sont couverts en 2024 par l'appel à projet du contrat de ville et les défis qui ne sont pas couverts, quels vont être les priorités, les enjeux prioritaires sur l'année 2025 à 2027. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Corinne, et ce que disait Mustapha tout à l'heure, c'est vrai que nous, on observe sur plusieurs territoires, là, dans les échanges qu'on a avec vous, y compris ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, cette volonté de redéfinir des espaces plutôt à vocation stratégique pour reparler des priorités partagées, être sur un schéma, je dirais, d'ajustement du diagnostic des priorités s'il évolue tout au fil du contrat, mais d'utiliser effectivement les outils, les organes de pilotage pour être vraiment dans une dimension de pilotage de cette politique publique, pour ajuster une stratégie, mettre à jour les éléments de diagnostic, mais pas effectivement pour avoir une approche, je dirais, de gestion de l'appel à projet qui est un peu stérile et qui ne mobilise pas effectivement et nos élus et nos hauts fonctionnaires. Or, on a aussi besoin d'eux sur ces espaces de pilotage stratégique. Donc, il y a plusieurs territoires là, qui sont en train de travailler dans cet aspect de revisite des éléments de gouvernance, à redonner une dimension stratégique aux espaces de pilotage et à laisser le travail technique aux espaces techniques. Et il y avait eu sans doute un petit glissement assez généralisé dans la précédente contractualisation et l'envie, et c'est aussi les enseignements des évaluations qui conduisent ces territoires à revenir sur ça, à revenir sur la qualification des différents espaces, des espaces stratégiques avec un vrai rôle stratégique et des espaces techniques qui jouent effectivement leur rôle technique et moins de mélange des genres, j'allais dire. Voilà. Excuse-moi Antoine, j'ai pris la parole entre les deux, je te la cède. Non, mais il n'y a pas de souci, ce sera fait lors d'un prochain bilan du GT contractualisation, que tu ne laisses pas la parole aux collègues. La blague étant faite, et même si j'ai déjà eu quelques petits éléments de réponse aux quelques questions que je voulais poser, peut-être plusieurs questions. La première, ça aurait été de savoir sur ces projets de quartier avec toutes ces spécificités, est-ce que vous êtes retourné auprès des acteurs et des habitants pour présenter justement un peu les résultats de ces différents travaux, obtenir une certaine validation, voire même des compléments. La deuxième question que j'aurais voulu poser, toujours sur ces projets, c'est, même si on a commencé à l'aborder, c'est un peu le caractère évolutif qu'ils peuvent avoir. Je prends l'exemple, nous, sur certains territoires,
par exemple, la métropole de Besançon, qui chaque année justement compte faire des temps d'évaluation, mais aussi de réajustement de ces projets de quartier pour savoir justement où en sont les enjeux et la réponse à ces enjeux et quels nouveaux enjeux ont pu émerger potentiellement pendant l'année écoulée. Et puis ben, plus précisément sur l'évaluation, est-ce qu'il y a une démarche d'évaluation qui est en cours de construction, qui est déjà construite? Est-ce que pour vous, l'évaluation, elle va se cantonner à cette feuille de route, l'atteinte des objectifs de la feuille de route et peut-être la réponse aux différents questionnements qui étaient présentés dans les défis à relever, identifiés par les acteurs? Voilà, ça fait 3 questions. S'il y a besoin de les répéter, je les répéterai, n'hésitez pas. Alors, moi, je peux déjà répondre sur la question de la restitution qu'on s'est vraiment posée justement parce que il y a ce constat qui est fait. On vient solliciter les habitants pour les concerter, les consulter et ils savent pas où on en est après dans la démarche. Et ça, c'est un vrai enjeu. Et c'est un enjeu qu'on s'est fixé dans justement la formation, action, évaluation qui est programmée au mois de septembre avec derrière la volonté d'animer justement des temps de restitution par commune auprès des habitants, avec la mobilisation de la gestion urbaine sociale de proximité, donc qui est mise à disposition dans les communes pour pouvoir justement aller à la rencontre des habitants et avoir cette coordination d'acteurs à l'échelle de chaque commune. Donc, parce qu'il y a effectivement le lien à faire avec la TFPB et la GUSP sur ces questions-là de restitution auprès des habitants. Et on a travaillé, nous, sur les indicateurs d'évaluation qu'on va partager en septembre à l'ensemble des acteurs. Et dans cette perspective, il y a aussi la volonté de l'agglomération Sénart d'intégrer les habitants sur des formats un petit peu différents à cette évaluation du contrat de ville, tout au long du contrat de ville, à mi-parcours également, non pas seulement sur ce que vous venez d'exposer en disant voilà, on les a consultés, bon ben voilà, la participation citoyenne, elle a été mise en œuvre et on s'arrête là. Non, l'idée c'est vraiment d'impliquer dans l'évaluation les habitants et on va s'appuyer sur justement les communes et les forces des communes qui animent toute cette restitution auprès des habitants et ces diagnostics dans le cadre justement de la gestion urbaine sociale de proximité. Je ne sais pas, Sylvain, si tu veux compléter mon propos, mais je crois qu'il y a une dernière question auquel je n'ai pas répondu. Non, c'était ce que tu as répondu, ça correspond bien effectivement à ce qu'on souhaite faire. Mais je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que par rapport à l'évaluation au fil de l'eau du contrat de ville, c'est-à-dire que on a nos défis jusqu'à 2030 et on rajuste l'appel à projet en fonction des défis qui ont été définis au départ. Et on essaye chaque année de combler les défis qui n'auront pas été atteints ou qui n'auront pas été du tout choisis dans les projets pour continuer à aller vers, on va dire, la réponse à l'ensemble des défis. Alors après, il ne faut pas être non plus, faut pas se voiler la face. Peut-être qu'il y a des défis qu'on n'arrivera pas à relever. Mais l'objectif quand même, c'est tout au long du contrat de ville, sachant qu'en plus en 2027, on doit faire une évaluation intermédiaire. Hein, mais l'avantage du travail qui est fait, c'est que tous les ans, en fait, l'évaluation pour 2027 intermédiaire va être nourrie en fonction des défis qu'on aura remplis ou peut-être des nouveaux défis à remplir parce que au fur et à mesure, on va peut-être en découvrir de nouveaux par de la concertation citoyenne sur par exemple, on parlait de diagnostic en marchant, peut-être que il y a des choses qui vont peut-être revenir assez souvent et qu'on n'aurait pas cerné par la concertation des habitants au jour J, parce qu'on sait aussi que il y a du mouvement et que heureusement que ce n'est pas figé, que tout évolue. Donc, pour moi, l'évaluation, elle va se faire au fur et à mesure et elle va être construite. Il y a un plan d'évaluation qui va être construit, mais elle va être permanente, cette évaluation, pour effectivement ajuster nos actions au plus près de la demande du terrain et aussi de la concertation qui sera faite par les GUSP ou
les concertations faites au fil de l'eau sur des actions. Parce que ce qui est intéressant dans ce qu'on a fait et ce qui a été fait, bon, les bailleurs, par exemple, ils ont fait de la concertation auprès de leurs habitants. Alors, sur un autre territoire, on a eu 50% des habitants du patrimoine de bailleurs qui a répondu au questionnaire. 50%. Alors, sur 1600 locataires, il y en a eu 800 qui ont répondu, par exemple. Et je pense que le bailleur, c'est un point aussi d'appui de savoir ce qu'ont besoin leurs… alors, on sait souvent leurs logements ne sont pas adaptés, qu'ils manquent de chauffage, mais il y a aussi une concertation et de l'animation auprès des bailleurs. Il y a aussi tout ce qui… On a le PRE pour travailler sur l'éducation, sur les cités éducatives, on a une cité de l'emploi. Voilà, il y a plein de dispositifs qui nous permettent aussi d'aller à faire de l'aller vers et de se dire, c'est comme ça qu'on fera avancer notre contrat de ville au fur et à mesure du temps qui va passer et des concertations qu'on va faire. Et sur chaque animation, par exemple, on va être sur l'été, il y a des jardins d'été, des bougies et plages et tout ça. Les concertations, elles sont aussi sur ces moments-là. Des moments, on va dire, plus informels et de discussion avec les gens. Je me permets juste de compléter ton propos sur la question des transitions qui est essentielle aussi à travailler avec les bailleurs, sur la sensibilisation aussi des habitants dans les modes de consommation, quelles qu'elles soient. Mais la question des transitions a été aussi abordée. Merci Corinne. Mustapha. Oui, rapidement, vous parliez d'indicateurs d'évaluation. Justement, derrière, qu'est-ce que vous… J'imagine que vous commencez à réfléchir sur ça, ou vous y avez déjà réfléchi, ou vous allez y réfléchir, mais du coup, les projets que vous mettez en œuvre, quels sont potentiellement les indicateurs sur lesquels que vous auriez définis et qui pour vous sont des éléments, relèveraient d'éléments de réussite, d'échec, j'en sais rien, là-dessus, ou qualitatifs par rapport au public touché, je ne sais pas. Donc déjà, est-ce que vous avez, est-ce que vous les construisez dans votre coin, pour dire autrement, ou est-ce que vous les construisez peut-être avec d'autres acteurs, y compris des habitants du territoire, des partenaires bailleurs, centre social, s'il y en a un. Donc, voilà. En fait, c'est le délégué du préfet qui les fait tout seul dans son coin, dans son grenier. C'est bien ce que je pensais. Non. Mais sans s'en douter. En fait, l'animation, ce qui est fait, c'est que l'animation de départ sur la conception du contrat de ville avec un certain nombre d'acteurs, le but, c'est de continuer d'emmener ces acteurs jusqu'au bout, que ce soit des habitants, mais aussi nos acteurs habituels, hein, les villes, les bailleurs, les associations quartiers, les espaces de vie sociale, les centres sociaux et tout ça. Mais je vais vous donner un indicateur. Par exemple, la vraie problématique, mais je pense que c'est surtout les territoires, c'est dans le cadre de la TFPB, c'est les encombrants. C'est comment arriver à diminuer cette problématique d'encombrants dans les quartiers pour pouvoir, en fait, les sommes qu'on met dans le ramassage des encombrants et tout ce qui va avec, comment dégager cette marge-là pour faire de l'animation, plutôt d'aller faire de l'animation que de mettre des sous dans des gens qui vont transporter les encombrants et qui embêtent tout le monde. Par exemple, ça c'est quelque chose qui va être vraiment mesurable. Et quel travail qu'on va faire autour. Alors après, par exemple, on a eu une discussion avec un bailleur et c'est avec tous les bailleurs qu'on en discute parce que c'est une problématique pour tous les bailleurs. Et je pense que c'est une problématique qu'on rencontre partout dans tous les QPV, hein, les histoires d'encombrants. Parce que c'est soit les habitants, mais il n'y a pas que. Hein, on s'est aperçu que dans certaines communes, on a des entreprises qui viennent mettre leur gravat de travaux, tout ce qui reste dans le QPV, comme ça, on se débarrasse, on ne paye pas de taxes à la déchetterie. Voilà. Là, c'est des indicateurs qui peuvent être mesurables. Et comment on travaille ça avec les habitants pour que ça diminue et que de libérer, on va dire, parce qu'il y a une directrice d'un bailleur qui nous dit on a l'impression de mettre le feu à des billets de 50 € comme ça parce que c'est de l'argent qui part en fumée. Et comment utiliser et comment diminuer, parce qu'ils ont des chiffres, comment diminuer pendant, on va dire, tout le contrat de ville, cette problématique d'encombrant pour permettre de libérer des crédits pour faire de l'animation sociale au pied des immeubles.
Voilà, ça c'est un travail, par exemple, dans le cadre de la TP, de ressortir des éléments qui va nous permettre voilà, et c'est travailler avec l'ensemble des acteurs, bien sûr, qu'il soit le FPH, le conseil citoyen qui gère le FPH, les associations de quartier. Voilà, il y a vraiment un travail de fait collaboratif sur l'évaluation et qui est en cours de construction. Oui, et du coup, si je comprends bien, ça peut constituer un défi. C'est-à-dire aujourd'hui, on a une remontée soit des habitants, soit du bailleur sur cette question des encombrants, qui effectivement pourrait servir en termes de déploiement de moyens humains pour autre chose que relever, mais bon, c'est aussi une réalité. Donc c'est un défi et quelque part, peut-être dans 1 an ou dans 3 ans, j'en sais rien, vous allez vous dire, ben, ce défi-là, au regard des indicateurs qu'on aura mis en place, on a réussi à le relever. C'est un peu cette idée ou... Ah oui, c'est ça, c'est-à-dire que là, on est dans un défi qui s'appelle cadre de vie, hein, si je ne me trompe pas. Ouais. Corinne me corrigera si je me trompe, dans cadre de vie. Et effectivement, c'est comment faire prendre conscience. Alors après, c'est trouver des solutions tous ensemble. Par exemple, sur un autre quartier, moi, que je gère, Vernon, il y a une association locale qui a décidé de se dire, on va essayer de prendre ça à bras-le-corps et de travailler avec les habitants sur cette notion et de trouver peut-être une organisation pour que les encombrants soient déposés à un seul endroit ou que ça soit pris à un seul endroit. Voilà. Oui, effectivement, c'est un défi et c'est comment on va réaliser ce défi et qu'est-ce qu'on va mettre derrière. Est-ce qu'on est sur un défi à moyen terme, à long terme? Voilà. Effectivement, c'est comme ça du qu'on coup, va. et je le promets, après je me tais. Pas de souci. Du coup, comment vous faites la distinction entre ce défi à relever et les questions de surentretien? C'est-à-dire que est-ce que c'est pas parfois l'occasion pour un bailleur de faire passer dans le cadre de la TFPB cette partie-là alors qu'elle lui incombe naturellement, quoi? Bah après, alors, il y a une différence entre les encombrants et le surentretien. Hein, parce que les encombrants, des fois, on est sur le domaine public, c'est-à-dire le domaine de la mairie ou du domaine du bailleur, parce que ça dépend de la situation géographique des bâtiments. Mais des fois, et c'est un travail qui est à faire conjointement entre les collectivités. Sur le surentretien, on est d'accord que les bailleurs, ils en passent pas mal dedans. Et c'est aussi quelque chose avec qui on travaille et que c'est de l'argent qui ne va pas directement aux habitants, mais dans les poches du bailleur pour faire. Effectivement, on est en train de travailler, mais il faut trouver des leviers pour diminuer le surentretien. Et voilà. Mais c'est une question aussi récurrente qui est chez nous, le surentretien des bailleurs, où ils mettent la dose souvent. C'est pour ça qu'on a aussi des élus, on a un questionnement d'élus qui nous dit à un moment, ouais, on commence à en avoir un marre du bailleur, on va sortir de la TFPB, comme ça l'argent qu'on ne donnera pas dans la TFPB, elle reviendra à la commune et on en fera ce qu'on voudra. Après, ça, c'est une question d'un maire qui se dit et qui fait rebond à certaines communes, même en région parisienne, où ils sortent de la TFPB parce que voilà, ils préfèrent, même s'ils perdent de l'argent, parce que s'ils arrêtent la TFPB, il n'y a plus la partie de l'État qui est compensée, mais au moins ils se disent on fait ce qu'on veut de notre argent et on n'est pas, c'est pas du lobbying des bailleurs. Et puis peut-être, mais oui, j'allais rebondir, Corinne, sur là, je sais qu'il est encore en maquettage, le contrat, il n'est pas encore complètement public, on va dire, mais il le sera forcément à un moment donné ou à un autre. Et à l'intérieur du document finalisé, enfin, le territoire est allé assez loin, je trouve, ouais, sur la définition de passer des défis aux acteurs qu'on mettrait autour de la table pour y répondre, aux moyens qu'on pourrait mobiliser. Et il y a déjà aussi une réflexion du coup collective autour de qu'est-ce qui pourrait constituer au moins une première batterie d'indicateurs ou d'indications, on va dire, pour le suivi de ces défis, soit à l'échelle de l'intercommunalité, soit effectivement quand on rentre plus fin dans les feuilles de route, quartier. Je trouve que les échanges aussi qu'on a là, ça me fait penser à la petite expression qui dit que finalement l'atteinte d'un objectif, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important, c'est
C'est aussi le fait de se donner un cap commun et de changer nos pratiques et de changer les façons de faire et de regarder tous avec les mêmes lunettes une difficulté particulière et de chercher à résoudre la même difficulté sur un territoire en s'y prenant à plusieurs institutions. Donc, il faut effectivement intégrer dans ces éléments d'évaluation la formulation de l'objectif. On a coutume de dire qu'un objectif bien formulé est déjà à moitié atteint. C'est pas complètement faux. Mais c'est effectivement dans le cap commun qu'on se définit à travers les objectifs, c'est aussi comment dire, la mise en convergence des stratégies d'intervention des différents acteurs. Et c'est ça aussi qui est peut-être le cœur des choses à regarder en termes d'évaluation, voilà, et comment ça peut se concrétiser dans des indicateurs ou dans des indications, en tout cas, qu'on travaille bien ensemble dans la résolution de telle ou telle difficulté, quoi. Je ne sais pas si je suis très claire. Oui, c'est très Dites-moi clair. oui pour me faire plaisir à minima, mais voilà. C'est très clair. Et juste, nous, on sera ravis. Donc, ce travail d'évaluation, il est encore en train d'être co-construit. En cours d'élaboration, on finalisera tout ce travail-là d'ici la fin de l'année, mais on sera ravis de pouvoir vous partager les travaux qui ont été menés sur la question de l'évaluation. Merci Corinne pour cette nouvelle proposition de partage. Parce qu'effectivement, là-dessus, je crois que, après, c'est l'esprit de travail des centres de ressources en général. On gagne toujours à regarder ce que font les autres. Voilà, pour se nourrir et faire de la fertilisation croisée, comme disait un de mes anciens directeurs. Et voilà, pour faire mieux avec tes propres idées et celles des autres. Voilà, en additionnant le tout, c'est toujours mieux. Est-ce qu'il y a encore un éventuel questionnement ou une réaction? Gauthier. Oui. Je voulais revenir sur les questions de gouvernance. Donc, vous nous avez présenté voilà, la comitologie qui a été repensée pour ces nouveaux contrats de ville, enfin pour le nouveau contrat de ville. Jusque-là, 2014-2020, enfin 2023, les contrats de ville étaient à l'échelle de PSI. Là, maintenant, le fait que vous ayez travaillé sur les feuilles de route par quartier, est-ce que ça aussi invité dans les gouvernances plus locales? Donc, vous avez dit qu'il y a des cellules de coordination, mais est-ce que la gouvernance est-ce qu'il y a une gouvernance locale qui a été adaptée pour aussi intégrer des acteurs un peu plus locaux? Je pense à des associations, au centre social, ou est-ce que ça rentre plutôt dans un volet concertation? Je voulais savoir voilà, ce qui ont été vraiment au-delà des signataires entre guillemets classiques, type bailleurs sociaux par exemple, si cette gouvernance, du fait de ce travail plus fin que vous avez mené, si ça a aussi permis d'intégrer voilà, ces secteurs un peu moins institutionnels dans votre comitologie. Alors, on a, nous, mobilisé les acteurs moins institutionnels, donc les structures d'animation de la vie sociale, pour toute la question de la participation citoyenne, et on va continuer à les impliquer sur cette question-là. Néanmoins, ça n'a pas été retenu pour les impliquer dans la gouvernance, mais il y a effectivement dans le schéma de gouvernance une gouvernance un peu plus locale à l'échelle de chaque commune, animée plutôt par la gestion urbaine sociale de proximité. À l'échelle de la commune, à la main de la commune, pour ensuite avoir des échanges un peu plus transverses. Alors, on incite bien évidemment à s'appuyer sur les outils qui sont les associations, effectivement, qui sont au plus proche des habitants. Moi, je parle beaucoup des structures d'animation de la vie sociale, mais il y en a d'autres. Hein. On a un exemple, nous, sur Gaillon, il y a une association qui s'appelle Bien Vivre Ensemble et qui, effectivement, est au contact des habitants en permanence, en lien avec les problématiques des bailleurs sociaux que les locataires rencontrent. Enfin, voilà. Donc, en fait, on incite, bien évidemment, à les intégrer dans toute cette démarche de participation citoyenne pour impliquer davantage les habitants et leur redonner une place aussi à ces structures-là. Mais on n'en est pas arrivé à réussir à les intégrer dans le schéma de gouvernance. Après, voilà, il y a des caps. On a fait cette proposition, hein, Sylvain pourra le confirmer. Néanmoins, c'est pas si facile. On a déjà bougé beaucoup de lignes et c'est pas toujours facile de bouger les lignes. Voilà. Mais je trouve qu'effectivement, ça aurait été intéressant. Après, il faut juste rajouter que, par exemple, sur la commune de Louviers, les 2 centres sociaux sont municipaux, donc ils sont déjà intégrés par de fait, sachant que
le référent GUSP fait partie des centres sociaux. Donc, on a cet avantage. Sur Val-de-Reuil, il n'y a pas de centres sociaux, par exemple. Le choix de la commune, c'est bon, ils ont des espaces de vie sociale par des associations, dont nous, on a intégré en fait leurs instances techniques. Comme ça permet de faire du lien aussi. Si eux, ils ne sont pas dans nos instances, nous, on est dans leurs instances. Et ça permet de faire du lien aussi, en sachant qu'ils ont peut-être des demandes. Par exemple, on a une épicerie sociale, on participe au comité technique, on a travaillé aussi sur le renouvellement ou sur l'agrément de l'EVS. Donc, on a fait partie, on a vu comment les habitants s'impliquaient. Donc, ça nous a permis de faire du lien. Et effectivement, si pour l'instant, ils ne sont pas intégrés directement, c'est nous qui sommes intégrés à leurs instances. Et c'est aussi bien parce que ça permet aussi de voir qu'on est là et qu'on travaille avec eux. C'est une jolie illustration du pouvoir de la stratégie d'entrisme. Voilà, effectivement, on peut faire venir les partenaires, notamment du droit commun, je pense, à soi, mais il y a aussi des stratégies inverses qui sont parfois tout aussi opérantes, voire plus. Voilà. Donc, c'est une bonne illustration, je trouve. Et puis aussi, on a fait une autre chose, c'est qu'on a monté, suite au contrat de ville en 2023, si je ne me trompe pas, un groupe de travail autour de l'illettrisme. Oui. Et ça nous a été… on s'est aperçu qu'on avait plein d'acteurs qui étaient sur ce sujet-là, voilà, et on a monté un groupe pour accompagner toutes les structures pour avoir une cohérence sur le territoire sur ce sujet-là, illettrisme, alphabétisation, électronisme, et pour proposer peut-être déjà qu'ils échangent entre eux, échangent entre pairs, de se connaître, d'avoir quelque chose qui soit commun et qui soit diffus au public, et aussi peut-être d'arriver sur de la formation, de la formation, pour qu'il y ait une réponse un peu identique sur le territoire et qui ne soit pas dans la concurrence. Parce que sur une commune, on a 3 associations qui font de l'alpha. À un moment, on a l'impression qu'ils se font de la concurrence. Mais ce n'est même pas ça, c'est qu'il y a des gens qui profitent d'aller sur une structure, sur 2 structures, sur 3 structures, mais à un moment, ils n'utilisent pas forcément les mêmes outils, donc c'est un peu difficile pour des gens qui ne maîtrisent pas la langue. S'ils utilisent 3 méthodes différentes et qu'arrivé là, ils se perdent. Donc, c'est aussi ça, c'est un groupe qu'on a monté là, sur cette thématique, mais il pourrait y en avoir d'autres. Et c'est aussi dans une perspective de continuité de parcours dans l'accompagnement des personnes. Merci beaucoup. Pas de frustration, tout le monde a posé les questions qu'il voulait poser. C'est parfait. C'est parfait. Avant de conclure ce temps d'échange en visio, vous annoncez 2 temps d'échange à venir également en visioconférence. Le vendredi 14 juin à 10h30, on vous propose un temps de décryptage et de lecture commune de l'appel à candidature des cités éducatives. Si vous avez tout compris, vous pourrez venir expliquer à d'autres. Si vous n'avez pas tout compris, on va essayer de répondre à certaines questions ou de lister les questions sur lesquelles nous non plus on ne comprend pas pour aller chercher l'info là où elle doit être cherchée. Voilà, l'idée c'est qu'on s'outille un petit peu. C'est Guillaume qui animera ce temps le 14 juin à 14h30, à 10h30, pardon. Là, la communication est déjà partie. Un deuxième temps vous est proposé le mardi 9 juillet à 10h30. On aime bien 10h30, je ne sais pas pourquoi. Cette fois, ce sera pour échanger sur les travaux en cours ou en réflexion. Alors, ça va rebondir avec des échanges qu'on a eus tout de suite pour rendre compte de la mise en œuvre du contrat de ville aux habitants. On a constaté que vous étiez un certain nombre à préparer des choses pour la rentrée ou à vous interroger sur la manière de le faire. Donc, on vous propose d'échanger aussi les bonnes idées voilà, et de s'inspirer les uns les autres sur la bonne manière ou les bonnes manières de rendre compte de tout ce travail aux habitants qui sont les principaux concernés. Voilà. Donc, du coup, rendez-vous à certains d'entre vous le 14 juin ou le 9 juillet à 10h30 dans les 2 cas. Voilà. Merci vraiment à tous et toutes. Merci aux collègues du réseau. Vous avez beaucoup enrichi les échanges et je vous en remercie. Je vous dis à bientôt. Merci à vous aussi. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Bonne journée.
Merci beaucoup, Corinne. Avec plaisir. Voilà. Et je pense qu'on a bien fait d'enregistrer ce on a quand même eu des inscrits qui ne sont pas venus, qui ont dû avoir une difficulté d'agenda. Donc, ça permettra de... Voilà. On va voir ce qu'on fait si on reprend des bouts, qu'on fait un montage, voilà, on sait pas trop encore. On va tester peut-être quelque chose.